Alors une autre question qu'on peut se poser, c'est comment dans la vie de la plante, une même fertilisation va être plus ou moins importante. Donc quelle est la dynamique en fait de l'absorption. Donc c'est très intéressant de coupler l'approche de Sébastien avec une approche un petit peu plus dynamique de l'absorption foliaire. Et on a commencé en Californie à mesurer avec le PhysioCap et on se rend compte effectivement que c'est pas tout de savoir dans quelle zone on apporte l'azote, c'est aussi très important de timer, comment on dit en français, de, de bien définir le moment de cet apport en fonction du cycle végétatif de la plante. Donc, dans cette considération de timing, on va regarder brièvement, avant d'introduire le travail de Thibaut, quelques considérations en simplement regardant d'un côté l'offre en eau et puis la demande juste en regardant les températures. Si on regarde l'offre en eau, on a les courbes ici, je vais me focaliser sur la courbe marron puisque c'est la courbe qui montre le cumul pendant la phase hivernale, où la seule compétition pour l'eau, c'est l'enherbement, vraiment, on s'aperçoit que, au fil du temps, on trouve une recharge du sol en eau qui est supérieure à 2011 et inférieure à 2013-2014. Donc, en gros, rien de nouveau sous le soleil, on sature les réservoirs racinaires. C'est pas On n'apprend pas grand-chose ici, mais il faut imaginer que dans d'autres contextes plus arides, on flirte beaucoup plus souvent avec du 2010. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas cette recharge? On n'a pas autant de minéralisation et on démarre la saison avec peut-être pas assez d'eau pour alimenter la croissance, mais surtout des gros problèmes sur l'alimentation azotée. Pour donner une petite idée de cette distribution spatiale des précipitations, on voit que c'est à Léognan qu'on a eu le plus d'eau pendant cette recharge hivernale, avant que démarre la saison. Si on regarde maintenant les températures, simplement en traçant le temps thermique en base 10 degrés, pendant l'hiver, on s'aperçoit qu'effectivement la courbe marron, ici qui représente 2015 par rapport aux 6 derniers millésimes, elle est un petit peu en dessous, ce qui permet d'interpréter en partie pourquoi on a pu observer dans certaines situations des débourrements un peu tardifs par rapport aux années telles que 2011 ou 2012. Donc, en conclusion de cette première partie un peu hivernale où on essaie de comprendre un petit peu la donne avant que la saison commence à s'enclencher, un hiver froid dans l'ensemble, notamment février et mars, permet d'interpréter un petit peu ce débourrement tardif. Une réserve utile pleine, ce qui est a priori la norme, et une minéralisation de l'azote a priori pas trop réduite, si ce n'est peut-être par ces températures faibles, mais en gros on n'a pas de raison de penser que l'alimentation azotée va être limitante, au moins pendant le début de croissance, donc de 150 degrés jour à peu près à 450 degrés jour. Donc si je poursuis cette chronologie et qu'on rentre dans la phase 2, donc les feuilles commencent à apparaître, entre le 1er avril et le 1er août, tant que tout est vert sur la plante et que c'est la photosynthèse qui domine, quels sont les éléments marquants? Il va falloir se poser des questions avant la fermeture de la grappe du niveau d'assimilation azotée. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce qu'au moment du pic de l'assimilation, on a effectivement tout l'azote qui est disponible dans le sol, d'une part, et puis est-ce qu'il y a suffisamment d'eau pour distribuer cet azote, d'autre part, ainsi que d'autres éléments. Mais également pendant cette phase, on va observer le ralentissement de la croissance vers 450-500 degrés jour. Quel impact ça va avoir sur la suite de la vie de la plante? C'est que cette phase de ralentissement, non seulement elle va définir la dimension de l'architecture de la surface foliaire, donc la capacité de l'usine à créer des sucres et tous les photosynthétas, et puis surtout, elle va conditionner en fonction des pluies l'intensité et le moment d'entrée dans le déficit hydrique pré-véraison, qui peut être favorable dans beaucoup de situations pour la viticulture de qualité. Donc ce sont sur ces aspects-là que maintenant on va se focaliser. Et juste pour introduire un petit peu plus dans le contexte du millésime, comment on s'est retrouvé cette année, si on exprime en termes de calendrier plante avec le 0 calé sur la date de débourrement, on observe que quelque chose de très marquant, c'est que pendant les 400 premiers degrés jour, là où la vitesse de croissance est à son plus haut niveau,
on avait relativement de l'eau qui tombait et puis qui retombait. Donc on peut supposer que les 70 premiers pourcents de la longueur des rameaux foliaires a été générée pendant une phase de bonne alimentation minérale et sans doute azotée acceptée dans certaines situations. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a donc au moment de la fermeture de la grappe à peu près des pluies et puis on rentre dans une phase sèche, ce qui est contrasté par rapport aux autres millésimes. Vous voyez, on a des apports d'eau liés à la pluie qui ponctuent cette phase qui marque le ralentissement de la surface foliaire, d'une part. Mais également, on va aussi observer qu'on aura une surface foliaire transpirante assez élevée, puisqu'elle a bien poussé. On va pouvoir entrer dans un déficit peut-être avant d'atteindre 900 degrés, 1000 degrés jour qui marque le démarrage de la véraison. Et donc, on peut se poser les questions sur les relations qui vont faire dépendre la plante, la surface foliaire et le fruit de cette sécheresse. Quel va être l'impact de cette sécheresse sur la distribution des éléments minéraux dans la plante ? Un autre élément dont l'impact ne va pas forcément être saisissable tout de suite, mais c'est assez important de considérer qu'entre 450 et 700 degrés jour, ou 750 degrés jour à peu près, donc vous voyez ici, on a reporté l'accumulation des températures en base 10 degrés jour, sur la phase 1er avril, 1er août, et on voit qu'en 2015, on a eu une phase d'accumulation thermique assez rapide. Vous voyez que la pente s'est un petit peu infléchie ici. Alors pourquoi elle est importante, cette zone ? Elle est importante parce que d'après les travaux de Guilpart notamment, on sait que les conditions de croissance l'année N-1 vont déterminer le niveau de rendement, en particulier la taille des rameaux et le nombre de baies, la taille des grappes et le nombre de baies par grappe pour l'année suivante. Donc, quand on regarde ces courbes, on se demande, ok, là j'ai eu pas mal de température, donc ma plante a bien poussé. Si j'avais suffisamment d'eau, a priori, on peut s'attendre, moyennant que la nouaison va être correcte, à des rendements plus ou moins élevés. Alors aujourd'hui, c'est pas trop un problème, mais dans les situations plus arides, voir des augmentations très brutales de ces accumulations thermiques, donc en gros, quand il fait chaud en mai et juin, ça peut avoir un impact, soit sur le plan du déficit azoté, soit sur le plan du déficit hydrique, sur les rendements de l'année suivante. Donc ça permet de commencer à introduire l'idée qu'on peut prédire certaines composantes du rendement d'après une simple analyse des conditions climatiques, en comprenant comment la plante intègre ça. Donc j'ai pensé que ça pouvait être une introduction intéressante pour le travail de Thibaut, qui justement étudie ces phénomènes en partie. Bonjour à tous. Alors, je tiens à remercier les organisateurs de me permettre de présenter quelques-uns des résultats obtenus à Agroscope en Suisse. Donc, pour produire un vin de bonne qualité, on est tous d'accord qu'il faut commencer par obtenir un mou de bonne qualité. Par qualité du mou, on va souvent parler de maturité du raisin, équilibre sucre-acide, on va parler de polyphénol, extractabilité. Mais souvent, on amène au second plan, on oublie de parler d'azote assimilable. Dans nombreux de nos essais à Agroscope et puis dans la région de Lémanique, on a pu voir que l'azote assimilable joue un rôle important. Donc, tout d'abord au niveau de la cinétique de fermentation, donc les levures ont besoin d'azote pour se développer et mener à bien la fermentation alcoolique. Mais l'azote assimilable est aussi source d'arômes et de précurseurs aromatiques. Donc si je décompose un peu toutes les formes d'azote que l'on trouve dans le mou, on voit les 2/3 sont non assimilables. Donc on a affaire à de l'azote sous forme donc qui est pris dans les protéines et dans les peptides. Seulement 1/3 est assimilable. Et puis 80% de cet azote est sous forme d'acides aminés. Et c'est vraiment ici qu'on trouvera la majorité des précurseurs aromatiques.
Dans certains cas, on obtient des moûts à la cave qui sont carencés en azote. Donc là, en tant qu'œnologue, on a la possibilité de corriger ça directement sur le moût en apportant de l'azote sous forme minérale ou organique. Une autre façon un peu plus élégante est d'anticiper cette carence et d'apporter de l'azote à la vigne sous forme d'urée foliaire. Car effectivement, le fait de corriger l'azote directement à la cave, donc là on a eu des résultats d'essais qui nous ont montré que effectivement on arrive à corriger la cinétique, mais par contre au niveau précurseur aromatique on ne s'y retrouve pas toujours. Alors que les résultats avec urée foliaire ont donné des bien meilleurs résultats. Concrètement, un vin issu d'un moût carencé en azote, sur vin blanc notamment, nous avions observé des phénomènes de dénaturation des goûts à long terme. On parlait de goût de stress et puis des problèmes de vieillissement des vins. On parle de goût de vieillissement atypique des vins. Sur vin rouge, on avait observé, donc là les effets sont moins marqués sur vin rouge, mais notamment sur un cépage qui est assez important pour nous en Suisse, le Gamaré. Nous nous sommes rendus compte que le manque d'azote assimilable dans les moûts entraînait une modification au niveau de la structure des tanins. Et on obtenait des vins légèrement plus astringents, moins plaisants, un peu plus plats en bouche. Si je reviens à l'apport d'urée foliaire, c'est ça qui va nous intéresser pour la suite de cette présentation. Donc, effectivement, on a un effet positif sur l'azote assimilable final dans le moût, mais on s'est rendu compte qu'on avait un effet très variable d'une condition à une autre, et notamment en fonction des différents facteurs du terroir. Donc déjà, le sol qui va intervenir de par sa profondeur, sa structure, qui va jouer sur la réserve utile en eau disponible pour la plante et la profondeur d'enracinement. Il y a le climat qui va intervenir au niveau de la pluviométrie, des températures, de l'ensoleillement de la grappe. Donc là, pour ces deux grands paramètres, on les subit essentiellement. Par contre, en ce qui concerne le savoir-faire du vigneron, là, on peut intervenir et jouer en faveur d'une meilleure accumulation de l'azote dans les grappes. Le vigneron peut notamment choisir, pour commencer, donc en fonction du contexte de sol et de climat qu'il a, il peut déjà choisir le cépage, le porte-greffe, choisir l'entretien du sol, enherbé, non enherbé. Il peut choisir le type de taille, il peut gérer la surface foliaire. Donc à partir de toutes ces possibilités, c'est là que nous avons choisi à Agroscope de mettre 2 essais en place pour essayer de mieux comprendre et de favoriser l'accumulation de l'azote dans le raisin suite à un apport d'urée foliaire. Donc les 2 essais ont été faits sur cépage blanc, Chasselas, qui est un cépage très important pour nous. En 2012, nous avons fait un premier essai relativement simple où nous avons fait varier la période d'application de l'urée. Et nous sommes allés jusqu'au vendange pour voir les conséquences. Le deuxième essai, basé sur les résultats du premier, nous avons choisi de faire plutôt varier le rapport feuilles-fruits. Donc d'un côté, la surface foliaire, et le deuxième facteur était la charge en fruits des cèpes. Donc commençons par le premier essai. Nous avons apporté 20 kg par hectare d'azote sous forme d'urée foliaire, qui est une quantité standard. Pour une variante, nous l'avons apporté au moment de la floraison, qui est le premier pic d'absorption de l'azote de la vigne. Et une autre variante, nous avons apporté cette urée foliaire au moment de la véraison. Au moment des vendanges, nous avons arraché l'ensemble des vignes, nous avons débité chaque cep, nous avons séparé les organes pour pouvoir les faire sécher, obtenir le poids de matière sèche. Nous avons mesuré l'azote, le carbone dans chaque organe et nous avons utilisé la technique du marquage isotopique. Donc là, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le marquage isotopique. Donc tout d'abord, un atome est composé de protons et de neutrons. Vous voyez dans le tableau ici,
chaque lettre, vous voyez deux chiffres, un en haut, un en bas. Le chiffre du bas indique le nombre de protons. Les éléments, comme l'azote, sont définis par leur nombre de protons. L'azote possède 7 protons. Le chiffre du haut est le nombre de neutrons. Et en fait, là, on voit ici 3 azotes avec des nombres de neutrons différents. Ce sont des isotopes. Leur seule différence est le nombre de neutrons. Il y a des isotopes stables et des isotopes non stables ou radioactifs. Dans le cadre de notre étude, nous sommes intéressés au N14 et au N15, qui sont tous les deux stables et présents naturellement dans la nature, à ce qu'on appelle l'abondance naturelle. Abondance naturelle, le N14 est largement dominant et le N15 est présent à 0,37%. Le concept du marquage isotopique est que nous avons apporté une urée qu'on va dire marquée, c'est-à-dire que cette proportion d'isotopes a été modifiée et la part de N15 était de 10%. Ce qui nous a permis, par analyse isotopique par la suite, de retrouver, de tracer l'azote que nous avons appliqué à la vigne et de le retrouver dans chaque organe de la plante et de comprendre sa répartition. Donc passons au résultat de cet essai. Vous avez ici, donc ce graphique représente la part d'azote marquée par rapport à l'azote total, c'est-à-dire dans chaque organe, pour 100 atomes d'azote, combien d'atomes d'azote vient de notre traitement d'urée. Ce qu'on peut voir ici, c'est que, donc, en bleu la floraison, en rouge à la véraison. Ce qu'on peut voir ici, c'est que quelle que soit la période d'application de l'urée, c'est dans le raisin, donc ici représenté par le mou et le marc, que les plus fortes concentrations d'azote marqué ont été retrouvées, autour de 10%. Une autre information qu'on a pu sortir grâce à ce marquage isotopique était que seulement 35% de l'azote que nous avons appliqué sous forme d'urée a été réellement absorbé par la plante. Donc là, c'est un paramètre, donc là, c'est un résultat qui dépend fortement des conditions d'application aussi, au moment de l'application, les conditions météorologiques, et notamment l'humidité relative. Donc là, je viens de vous présenter des résultats sous forme de concentration, donc on peut aussi appeler ça force d'appel. Force d'appel, donc concrètement, les raisins ont la plus grande force d'appel par rapport au reste de la plante. Parlons maintenant de répartition, donc là en termes de quantité cette fois. Donc là, vous voyez que presque 50% de l'azote marqué est tout de même resté dans le feuillage. Donc effectivement, c'est l'organe le plus volumineux aussi de la plante. Cela peut justifier. Ce qu'on observe également, c'est que le fait d'appliquer l'urée au moment de la véraison au lieu de la floraison, il y a moins d'azote qui reste dans les feuilles et un peu plus qui s'oriente vers les réserves. Par contre, dans le cadre de cet essai, nous n'avons pas observé de différence au niveau du mou. Et maintenant, si je reviens à l'azote assimilable, parce que c'est finalement ça qui nous intéresse pour la vinification, quels ont été les résultats? Donc là, vous avez le témoin sans apport d'urée, la première variante avec apport d'urée à la floraison et la troisième variante avec apport d'urée à la véraison. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de différence en termes d'azote assimilable entre le témoin sans urée et la variante qui a reçu l'urée à la floraison. Donc là, pour cet essai, on confirme largement les connaissances qu'on a sur l'urée foliaire, comme quoi il est important d'apporter cette urée au moment de la véraison, au moment où la croissance est moins forte et au moment où les grappes entrent dans la période de maturation. Passons maintenant au deuxième essai. Donc là, on s'est basé sur les résultats du premier, donc on a choisi d'apporter les mêmes quantités d'urée, mais cette fois tout au moment de la véraison. Et nous avons fait varier, d'une part, la hauteur de feuillage, entre 90 cm et 150 cm. Et puis, le deuxième facteur était la charge en fruits. On a fait varier sur chaque cep, on est passé de 5 grappes à 10 grappes.
Donc le chasselas est un cépage très productif avec des grappes très grosses, donc, ce qui explique aussi le nombre de 5 grappes qui est relativement faible. La haute, disons que pour la pratique suisse, le haut feuillage avec moins de grappes, c'est ce qui correspondrait un peu plus à la pratique. Le premier résultat qui nous est apparu, c'est tout d'abord au niveau de la maturité des raisins. Rapport feuille-fruit, on sait que le rapport feuille-fruit joue un rôle important au niveau de l'accumulation des sucres et la dégradation des acides. Donc là, on voit très bien sur ce graphique que pour un rapport feuille-fruit inférieur à 1 mètre carré de feuilles par kilo de fruits, on voit qu'on a des teneurs en sucre, ici en bleu, plus faibles. Toutes les variantes ont été vendangées en même temps. La corrélation est assez élevée aussi, 0,79%. Une corrélation élevée qui se justifie par le fait que les sucres ont été influencés à la fois par la hauteur de feuillage et à la fois par la charge en fruits. La dégradation des acides, elle, a été un peu moins bien corrélée, mais corrélée tout de même, car elle a été influencée uniquement par la variation de la surface foliaire. Donc là, si je reprends le graphique équivalent à celui que j'ai présenté dans le premier essai, donc là, pour présenter la force d'appel des différents organes, la part de l'azote marquée dans l'azote total de chaque organe, on peut voir que, donc là j'ai fait la moyenne de toutes les variantes, parce que finalement ce qui ressortait, c'est que quel que soit le rapport feuille-fruit, c'était toujours les grappes qui présentaient la plus grande force d'appel. Dans le cadre de cet essai, on a aussi obtenu un taux d'absorption qui était meilleur. Donc 45% de l'azote appliqué sous forme d'urée a réellement été absorbé par la plante. Et si maintenant on parle en termes de quantité et non en termes de concentration, voici les variations de quantité d'azote marqué en grammes dans chaque organe. Donc là, ce qui saute aux yeux, c'est en bleu le raisin. Donc là, j'ai regroupé mou et marc. On voit la quantité d'azote qui chute. Donc là, ça peut vous sembler normal, puisque dans les variantes au rapport feuille-fruit les plus faibles, nous n'avons que 5 grappes, et dans les autres variantes, nous avons 10 grappes. Donc effectivement, il y a la quantité de raisin qui baisse de moitié. Mais là, vous voyez que la quantité d'azote passe de 1 gramme à 0,25 grammes dans les variantes où le rapport feuille-fruit est très élevé. Donc là, on a un facteur 4. A l'inverse, la teneur en azote, la quantité d'azote dans le feuillage s'est montrée indépendante du rapport feuille-fruit. Donc même la variation de la surface foliaire n'a pas joué sur la quantité d'azote dans le feuillage. Les teneurs en azote dans le tronc ont été indépendantes du rapport feuille-fruit. Et pour les racines, par contre, les teneurs dans les racines en azote sont faibles, mais la corrélation était bonne, et notamment donc les deux facteurs sont intervenus, et surtout la quantité de raisin. Le fait de produire moins de raisin a aidé à former de meilleures réserves en azote pour la saison suivante. Maintenant, si je reviens à l'azote assimilable, la tendance est tout à fait la même. En fait, dans le cadre de cet essai, ce qu'on a pu observer, c'est que l'azote assimilable a varié de façon très proportionnelle par rapport à l'azote total. Et là, en termes d'azote total, voici les teneurs en azote, en pourcentage de matière sèche, dans toutes les variantes, uniquement en fonction du feuillage. Ce que vous pouvez voir, en fait, c'est que pour un feuillage plus important, les teneurs en azote dans l'ensemble de la plante est plus faible. Et là, je reviens sur l'azote assimilable en séparant bien les deux facteurs. D'un côté, là, sur la gauche, vous avez les deux hauteurs de feuillage. Sur la droite, les deux charges en fruits. Et vous voyez là, encore une fois, que c'est pour l'azote assimilable le facteur essentiel
pour sa teneur et pour favoriser l'accumulation de l'azote assimilable dans les moûts, il faut faire attention à la surface foliaire. Une surface foliaire excessive fait significativement baisser la teneur en azote assimilable dans les moûts. Donc voilà, en conclusion, pour le premier essai, donc le premier essai, pour être honnête, nous, c'était une nouvelle méthode, le marquage isotopique, donc ça nous a permis de nous faire la main sur cette méthode. Les résultats, donc le fait d'appliquer l'urée foliaire à la véraison, on se doutait que disons que c'était un résultat qu'on connaissait, mais ça nous a permis de confirmer ce fait, et puis aussi d'observer que la quantité d'azote d'urée qu'on a apportée soit à la floraison, soit à la véraison, c'était la même. C'est juste que le fait de l'apporter plus tard dans la saison, elle a été valorisée plutôt sous forme d'azote assimilable, plutôt que sous forme de protéines qui sont allées dans la structure de la grappe. Le deuxième essai, quant à lui, nous a montré qu'un rapport feuille-fruit minimum est essentiel pour assurer une bonne maturation des raisins. Par contre, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès, et une surface foliaire excessive peut entraîner des baisses d'azote et potentiellement des carences azotées plus tard pour la vinification. Un troisième facteur sur lequel j'ai moins insisté, mais qui est bien ressorti dans cet essai, c'est que la formation des réserves est également important pour la plante. Et dans le cas d'un rapport feuille-fruit insuffisant, on a des très bonnes teneurs en azote, mais par contre, c'est au détriment des réserves azotées dans le tronc et les racines. Voilà, à toutes fins utiles, j'ai mis les références des 2 articles qui supportent ces résultats. Et puis pour terminer, je souhaite remercier les instituts d'Agroscope en Suisse et puis l'Université de Lausanne qui ont participé dans ces études. Merci beaucoup de votre attention. Alors moi, ce que je trouve bien, un des éclairages, c'est qu'on a souvent tendance à penser que quand une vigne est chétive, elle n'est pas équilibrée, qu'elle a subi un déficit hydrique ou un déficit azoté. Une des applications, c'est que non, on peut voir une vigne qui s'est un petit peu moins développée et qui est plus équilibrée qu'une vigne qui a un fort développement, une bonne vigueur. Et en fait, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, ce qui n'est pas nécessairement visible à l'œil, ça marchera moins bien, il y aura une moins bonne distribution des éléments azotés.